le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On veut parler de peau humaine. Comme je vous disais en entrée, c'est loin d'être morbide. Ça s'intitule, oui, Des livres reliés en peau humaine, enquête sur la bibliopégie anthropodermique. Ça a été écrit par Megan Rosenblum. Megan Rosenblum, c'est une bibliothécaire médicale. Oh. Ce qui veut dire qu'elle s'intéresse à l'histoire de la médecine, la façon dont on traite les corps avant et après la mort. Et ce faisant, quand elle a fait des recherches sur d'anciens grimoires du 15e siècle sur, je sais pas, la découverte des organes génitaux féminins, soudainement, ben, petit à petit, en regardant dans les ex-libris, elle voyait souvent relié en peau humaine, relié en peau humaine, relié en peau humaine de femmes, et des choses comme ça. Et ça lui a vraiment posé la question, est-ce que ce sont des légendes urbaines? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut le faire? Alors, avec des amis tout aussi flyés / sympathiques qu'elle, dans le domaine médical, dans le domaine de la bibliothéconomie aussi, ils ont formé un projet, ça s'appelle le projet du livre anthropodermique. Ils ont développé un test très fiable en utilisant les protéines des reliures de livres. Ils font des tests pour savoir est-ce que c'est vrai. Parce qu'avant, ces tests-là sur les protéines très particulières, c'est grâce aux protéines qu'on peut voir les différences entre les peaux. Une peau de veau, une peau d'agneau, peau humaine, c'est pas la même chose grâce aux protéines. Avant ça, c'est qu'on ne faisait que regarder la peau et selon les patterns, en bon latin, de follicules, on pouvait savoir grosso modo d'où ça venait. Eux sont allés plus loin. Et ce faisant, ils se sont dit, ben écoutez, on va aller voir dans des bibliothèques publiques, on va aller voir dans des collections privées, faire des tests pour voir est-ce que c'est vrai qu'il y a des livres en peau humaine. D'une part. Alors, elle nous explique le processus. C'est ça qui est super intéressant. C'est un essai qui ratisse très large. Elle nous explique le processus, comment ils font le test. C'est une enquête, un peu. C'est carrément une enquête. Ça fait partie du titre. C'est vrai. Enquête. Alors, elle a eu l'occasion, elle et ses collègues, de faire différents tests. Et jusqu'à présent, dans des collections publiques, ils ont authentifié, disons ça comme ça, c'est le mot qu'elle utilise, une 50aine d'ouvrages reliés en peau humaine pour de vrai. Et elle s'est rendue compte aussi, c'était que derrière les faux livres en peau humaine, mais qui étaient présentés ou vendus comme ça, ben, il y a une dynamique de race. Il y a une dynamique sexuelle, il y a une dynamique économique, parce qu'il fut un temps où si vous aviez un beau livre, puis vous dites relié avec la peau d'un homme noir, ben, il allait chercher 15 000 $ de plus. Ben, alors, toute cette même si c'était pas vrai, toute cette dynamique-là, elle nous l'explique dans le livre. Alors, d'une part, c'est intéressant d'un point de vue médical, d'un point de vue économique aussi. Et ensuite, c'est qu'elle nous explique comment le noyau de l'apparition des faux ou des vrais livres en peau humaine, le noyau, c'est le 19e siècle. Pourquoi? Parce que c'est au 19e siècle que la médecine clinique et la médecine moderne, comme on la connaît aujourd'hui, s'est vraiment développée, vraiment est très, très loin de ce qui se passait avant. Alors, la perception du corps, la perception de la mort, comment on gère, pour un docteur à l'époque, comment on gère les soins à donner à une personne riche versus les soins à donner à une personne pauvre. Ouais. Alors, elle nous explique ça. Et ce qu'honnêtement, je ne savais pas, c'est que le fait de faire des autopsies, le fait de disséquer un corps pour voir ce qui est arrivé, ben, au 19e siècle, c'était exclusivement réservé aux pauvres et aux prisonniers. Ah oui. Parce que les autres personnes, oh non. Ah oui, parce qu'il faut pas oublier que... J'aurais pensé l'inverse. J'allais dire, ben, on meurt dans l'indifférence. Ben,
pas du tout pour une raison religieuse. C'est que puis tu pouvais pas te faire incinérer non plus parce que au jugement dernier, si tu veux revenir, il faut que ton corps soit complet. Ah, voilà. Alors, on a tendance à l'oublier. Il fut un temps où ça fut très important. Alors, c'est sûr que pour un médecin qui veut repousser les limites de son art et de son style d'expertise, ben avoir des cadavres, ben c'était intéressant et important pour pouvoir faire des tests. Alors, c'est sûr que quand ils faisaient ce qu'ils avaient à faire avec le corps, les retailles humaines, ben bien souvent, ils les prenaient pour faire des tests, les sécher, les mettre dans un milieu humide, comment on tanne des peaux aussi, faire des tests, parce que ça coûtait plus cher de faire les tests sur les peaux d'animaux. Que sur des peaux de personnes pauvres. Alors, vous voyez un peu la dynamique. Le fait de dire que ça porte sur des livres liés en peau humaine, c'est un prétexte pour nous expliquer l'histoire de la médecine, l'histoire de la mort, comment on perçoit la mort et comment de tout temps, les populations dominées, que ce soit sexuellement, économiquement ou racialement, ben comment ces personnes-là ont servi. Ouais. De petits rats de laboratoire. Absolument. Pour des gens qui voulaient pousser le progrès. On vous parle évidemment des incontournables quand on parle de développement de la médecine, les Écossais Burke et Hare, qui étaient spécialisés dans le trouver des corps fraîchement décédés. Il allait vider les cimetières à la nuit. Ah ouais, OK. Juste après les obsèques. C'est justement, ils ont fait une fortune en les vendant à des étudiants en médecine, des choses comme ça. Alors, si vous aussi, vous questionnez sur le corps, l'intégrité du corps ou non, qu'est-ce qui arrive après la mort, c'est honnêtement fascinant parce que c'est une mine d'or d'informations, malgré le fait que les chapitres soient très, très courts et c'est un chapitre, une thématique, on passe à d'autres choses. Elle nous explique, ces démarches qui sont pas toujours très fructueuses puis elle se gêne pas pour nous le dire. Là, on a frappe un mur, ça fonctionne pas. OK. Le dernier chapitre, j'ai trouvé très, très, très intéressant puis on voit tout de suite comment les choses changent au fil du temps. Il fut un temps où les gens qui avaient des tatous, c'était des marins ou c'était des prisonniers. Oui, tout à fait. Alors maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Monsieur, madame, tout le monde, bien souvent, ont des tatous et il y en a pour la plupart que ce sont de véritables œuvres d'art. Et plus le temps avance, en tout cas, la réflexion est très avancée aux États-Unis, c'est comment on fait pour garder ces œuvres d'art-là. Alors, on voit l'émergence de compagnies comme Save My Ink, qui se disent, OK, écoute, toi, ton dos est fantastique, t'as un full back, c'est trop beau. Comment on fait après ta mort pour sauver et garder ce morceau de peau-là? Je suggérais une belle photo de ton vivant, mais bon. Eux autres ont d'autres solutions, Valérie, je te dirais. Un peu moins morbide. Alors, mais c'est ça, ils sont vraiment rendus ailleurs. Et c'est de voir comment les lois peuvent suivre cette dynamique-là. Parce que comme elle l'a dit, dans la plupart des juridictions, un corps décédé est un peu comme dans un flou législatif. T'es pas une personne vivante, t'es mort, mais à qui t'appartient, qui peut prendre des décisions, il y a comme un flou. Mais c'est quand même régi parce qu'on voit par exemple déplacer un corps, cadavre, c'est ce que j'allais dire, outrage, cadavre, c'est donc dire qu'il y a encore une dignité rattachée à... Elle explique aussi comment... selon les époques et selon les lieux, l'outrage au corps, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça implique? Couper de la peau, ça n'est pas. Couper un membre, ça n'est. Okay. C'est des exemples. Exemples comme ça, c'est honnêtement fascinant. Puis de voir comment, peut-être comme race humaine, on n'est pas encore prêt à aller aussi loin que ça dans cette dynamique-là. Évidemment, si vous vous posez la question, tout comme moi, je commençais le livre et je me disais, ça peut pas faire abstraction des nazis. Tout à fait. Alors, c'est sûr que oui, elle parle, on revient à la deuxième guerre mondiale encore. Non, parce qu'on dirait toutes les fois que tu cherches une expérience complètement folle, que tu dis, personne va essayer ça. Là, les nazis, c'est juste hold my beer. On a fait pire que ça. Et ces recherches, comme elle le dit, elle ne nie pas, évidemment, qu'il y a eu
des débordements, bon, patati patata, il y a quand même une part de légendes urbaines aussi, et que jusqu'à présent, il n'y aurait pas de preuve de livres reliés en peau humaine, et c'est que la plupart, comme je vous disais, la cinquantaine qu'elle a authentifié, ce sont principalement des livres qui appartenaient à des médecins, qui ont fait faire eux-mêmes la reliure parce que c'est un livre important pour eux, ou c'était, par exemple, un patient ou une patiente qu'ils ont suivi pendant très longtemps, ils s'y étaient attachés et ils ont joint l'utile à l'agréable. Comme je vous dis, pour une mine de renseignements, on se pose des tonnes de questions sur le corps humain, l'avancement de la médecine, ce n'est pas morbide, il n'y a pas de sang et il n'y a pas de scène un peu débilitante. Je vous dirais que vous avez à gagner, si ça vous tente de lire un petit quelque chose de champ gauche, des livres reliés en peau humaine de Megan Rosenblum. Ça vient de sortir. Eh bien, fascinant, vraiment, un livre. Oui, donc vraiment, tu nous amenais ailleurs ce midi, Annie. Très intéressant l'émission. Merci beaucoup. On part de...